bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, avec les spectacles et avec le lifestyle. Nous allons vous emmener en Irak dans cette édition, à Bagdad plus précisément. La compagnie de danse nationale folklorique tente par tous les moyens d'apporter un peu de grâce dans un pays ravagé. Souvent, la salle est vide et elle est menacée de disparition. Nous allons voir cela. Ensuite, nous partirons en Israël. Comme chaque année, un festival de cinéma un peu particulier se tient à la Cinémathèque de Tel Aviv, le festival de la Nakba, le festival de la catastrophe, autrement dit la création de l'État d'Israël vu par les Arabes. Condamné par les uns, permis par les autres, ce festival a tout de même eu lieu. Et puis cinéma encore, pour terminer, avant la sortie en France et en janvier 2016 du prochain film de Tarantino, Détour par Los Angeles, le réalisateur de Kill Bill vient de recevoir une étoile et ça le rend tout content. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Nous allons maintenant à Bagdad, en Irak. Il y a 20 ans, la troupe nationale de danse rayonnait sur le pays. Aujourd'hui, la compagnie est réduite à sa plus simple expression. Elle ne compte plus que 20 danseurs qui parfois jouent devant une salle vide. La culture en mode désolation, c'est le récit de Solal Azeroual. En Irak, difficile de remplir une salle de spectacle pour la troupe nationale de danse. Alors, ces danseurs répètent face à des sièges vides. Pourtant, cette troupe de danse folklorique a connu son âge d'or. Pendant les années 70 et 80, il faisait salle comble à Bagdad. Mais depuis les deux guerres du Golfe, l'autonomie du Kurdistan et l'occupation américaine ont affecté l'intérêt des Irakiens pour la danse. À cause de la guerre et de notre histoire mouvementée, les gens ne s'intéressent plus à la danse ou au ballet. Nous souhaitons que ça change. Quand il y aura de la stabilité dans ce pays, alors le bien-être et l'essor de la culture en Irak permettront le développement de l'art. Outre la guerre et ses atrocités, pas de second souffle pour la danse en Irak. Les subventions étatiques allouées à la culture sont bien maigres. Et sans budget, difficile pour le 6e art de prospérer. Cette mesure a non seulement affecté le portefeuille des danseurs, mais elle a aussi repoussé les prochaines générations. Notre vrai problème aujourd'hui, le budget alloué à la culture. Pour s'en sortir, il faudrait revenir au salaire des années 70. Alors, nous serions en mesure d'attirer les prochaines générations de danseurs. Aujourd'hui, 12 hommes et 8 femmes composent le ballet national irakien. Insuffisant, cet effectif devrait compter au moins 15 hommes et 15 femmes pour présenter les chorégraphies dignes de ce nom et reprendre les représentations. Dans les années 1980, la troupe irakienne avait donné un spectacle au siège de l'ONU à New York. Moyen-Orient encore, en Israël. C'est un autre type de problème auquel fait face une partie du pays. Israël, dans ses paradoxes démocratiques, permet chaque année la tenue d'un festival consacré à la Nakba, la catastrophe, autrement dit la création de l'État hébreu, vu du côté palestinien, vu du côté arabe. Ce festival à Tel Aviv est financé en partie par le budget de l'État israélien. Le gouvernement doit-il ou pas payer pour un événement qui, dans le fond, va à l'encontre de ses intérêts? Eh bien, c'est le récit de Solal Azeroual. Finalement, Miri Regev aura dit oui. Et Israël a accueilli pour la 3e année consécutive le Festival international du cinéma de la Nakba. Un terme éminemment polémique. En arabe, Nakba signifie le jour de la catastrophe, en référence au 15 mai 1948. Au lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la Nakba est l'expulsion de Palestiniens, mais aussi l'exil et leur retour en Israël. Difficile pour les organisateurs de ce festival du film 48 mm de trouver un endroit où l'organiser. Cette 3e édition a donc lieu à la Cinémathèque de Tel Aviv, le seul cinéma qui a accepté de projeter ses films, créés spécialement pour l'occasion par des cinéastes israéliens et palestiniens. C'est sans compter l'intervention de Miri Regev, la ministre israélienne de la Culture menaçait de couper toutes les subventions gouvernementales à la Cinémathèque. En cause, d'après le gouvernement, certains films projetés pendant le festival iraient à l'encontre des intérêts du pays. J'ai des difficultés à persuader les programmateurs de présenter du théâtre politique. Dans les circonstances actuelles, notre ministre de la Culture essaie de dissuader la population de se préoccuper des questions délicates, comme les souvenirs de 1948 ou les différences entre les versions israéliennes et palestiniennes, en leur faisant peur.
the 1948 memories. Ces différentes versions, israéliennes et palestiniennes, sont justement ce que le public est venu entendre. Ça montre les deux côtés d'une manière très douloureuse. Toute la journée, nous entendons à la radio les mensonges et les moqueries de nos politiciens. Ici, nous entendons de nouvelles choses, des choses différentes. L'enthousiasme du public et la polémique autour du festival de la Nakba n'auront pas suffi à remplir les salles. Pour le deuxième jour du festival, nous étions les seuls représentants de la presse. Ce festival est vraiment très important et tout le monde se bat pour l'empêcher. Pourtant, c'est l'opportunité de nous écouter les uns les autres. Ce qui est très important car nous sommes arrivés à un stade où l'on ne s'écoute plus. On a peur de parler, peur d'entendre la souffrance de l'autre. Ce festival aide à gérer la colère que nous avons tous au fond de nous. Malgré une recrudescence de la violence dans la région, il est primordial pour certains artistes de continuer leur travail. J'ai plus de difficultés quand les temps sont graves et les gens autour de moi, nous sommes tous sous pression. Nous avons peur que le public ne puisse pas venir librement, qu'il ne soit pas d'humeur à venir voir des représentations controversées. Et pourtant, je pense que c'est notre devoir en tant qu'artistes de continuer à travailler. Nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir la voie, créer des opportunités et dépasser les frontières qui existent entre juifs et israéliens. C'est notre tâche. À suivre du cinéma ici et là-bas, mais en attendant un regard sur l'un des quartiers les plus pauvres de Tel Aviv, le quartier africain de Neve Sha'anan. Il est illuminé pour les fêtes de décembre, c'est le highlight, il est signé Daniel Campos avec Sandy Fortis. Situé en face de la gare centrale d'autobus de Tel Aviv, le quartier de Neve Sha'anan est plutôt connu pour ses problèmes. Clandestins, immigrants aux faibles revenus, demandeurs d'asile et ouvriers israéliens se partagent ce quartier au taux de criminalité élevé. Europe de l'Est, Asie, Afrique, on y trouve des gens venus de 4 coins du monde, mais si l'on regarde au-delà des problèmes socio-économiques du quartier, on peut y découvrir une étonnante vie culturelle, enrichie de musique et de cuisine traditionnelle. Pendant 3 nuits, cette richesse culturelle est mise en avant lors de la seconde édition du festival Nightlight. Des artistes tentent de montrer au public les bons côtés de ce quartier sensible. Performances, installations lumineuses et projections sont au programme, tout comme des shows musicaux, des visites, des fêtes et des démonstrations d'art engagé, le tout dans des lieux publics comme privés. Les demandeurs d'asile et les travailleurs immigrants ne sont pas impliqués dans le processus créatif, mais ils pourront profiter du spectacle proposé par les artistes de Tel Aviv. Voilà, et pendant ce temps, à Los Angeles, que se passe-t-il ? Eh bien, une étoile pour Tarantino. Enfin, le réalisateur aux 2 Oscars a eu enfin sa petite récompense sur le Walk of Fame de Hollywood Boulevard. Avec un simple blouson de jean et son éternelle tête de boxeur, Tarantino, entouré de son camarade et acteur Samuel L. Jackson, a découvert son étoile devant le Chinese Theater de Los Angeles. C'est un lieu très évocateur pour lui. On l'écoute. La première fois que je suis venu dans ce cinéma, c'était en 1969. J'avais 7 ans, c'était un dimanche après-midi et mes parents m'avaient emmené faire un tour à Hollywood. J'avais vu Butch Cassidy and the Sundance Kid au cinéma Grauman Chinese. Donc ça doit être la première fois que j'ai marché sur ce trottoir sur lequel serait un jour écrit mon nom. Voilà, Quentin Tarantino en pleine psychanalyse. Son prochain film, Les 8 salopards, doit sortir en janvier en France. Aux États-Unis, les critiques qui l'ont vu n'ont pas été très enchantés. Les 8 salopards n'est pas sélectionné aux Golden Globes, par exemple. Il n'empêche, on va quand même vous en proposer un court extrait. Les 8 salopards, Quentin Tarantino. Est-ce qu'il vous reste une petite place? Elle, c'est Daisy Domergue. Elle est recherchée morte ou vive pour meurtre. Quand le soleil aura décidé de se lever, j'emmène cette femme se faire pendre. Et notre invité est là. Bonjour Raphaël Elbaz. Bonjour. Quentin Tarantino, vous aimez, vous connaissez? Oui, j'aime beaucoup, bien sûr, le cinéma.
Vous êtes producteur d'événements, de spectacles, de films, et sur votre site centurymaxstudio.com, dont vous êtes le PDG, on découvre que vous distribuez en Israël des films, notamment des films américains. Lesquels? Alors c'est tous les films. On a signé il y a exactement un an l'exclusivité avec les films Universal Studios, Paramount Pictures et Warner Brothers, et là maintenant Disney, The Walt Disney Company, et on distribue donc dans les cinémas en Israël pour le monde francophone les grandes affiches en version française en Israël. Ben oui, on a vu les images là, qui vont arriver bientôt. Enfin, il y a Jurassic Park, là, le dernier c'est Star Wars. Voilà, là, celui qui est en ce moment, qui a fait déplacer des milliers de Français dans tous les cinémas, dans chaque ville, c'est le nouveau Star Wars 7. C'était vraiment le film pour fermer l'année 2015. Donc on est très content de l'avoir produit, on est très content de s'être battu, parce que c'est pas difficile d'avoir des droits européens en Israël. C'était vraiment un dur challenge pour nous d'amener ces droits en Israël. Et on est très content parce que les Français aiment ressortir au cinéma. C'est quelque chose qu'ils ont un peu oublié lorsqu'on arrive dans un pays où on ne maîtrise pas la langue. Et puis bon, les films sont en anglais, sous-titrés en hébreu. C'est difficile de suivre un film de 2h30 en anglais et de suivre les sous-titres en hébreu lorsqu'on ne comprend pas. Donc c'est un peu une culture qui a été un peu oubliée pour un Français qui vient faire l'allié en Israël. Donc je suis très content d'avoir permis de m'être battu beaucoup de temps avec toute l'équipe de Century Max Studio pour pouvoir distribuer en exclusivité ces films. Ces films qui sont quand même très, très grosse pointure. Est-ce que c'est vous qui faites les sous-titres ou les doublages? Non. Alors les doublages généralement dans certains studios comme Disney pour Star Wars, ce sont des versions des voix françaises qui sont amenées en Californie pendant un certain laps de temps de 2 semaines par exemple. Et c'est pas vous qui gérez ça? Non, c'est pas nous. Nous on reçoit un mois avant en Israël la copie exacte, on distribue, on donne les clés pour pouvoir visionner les films dans les cinémas en Israël et on le distribue tout simplement dans tous les cinémas de chaque ville où il y a un monde francophone. Mais alors comment vous faites avec les autres distributeurs ici en Israël? Je pense notamment aux 2 gros groupes de distribution. Ça doit être un peu compliqué parce que c'est les grosses pointures que vous amenez. On était obligé de passer par eux de toutes les manières. Ouais. Il y a 2 sociétés qui s'appellent Globus Group et Forum Film et United Film qui distribuent les films israéliens ou les petits films indépendants. On a bien sûr été obligé de passer par leurs accords parce que eux distribuent en version originale sous-titrée en hébreu et ils le font sous-titrer ici, avec la société Elrom. On était obligé de passer par eux pour avoir leurs accords au début. Et après, comme ils n'ont aucun droit européen, nous on a dû passer par un autre système pour pouvoir avoir les droits et signer les exclusivités de les avoir en Israël. Alors on imagine que vous avez aussi accès à des salles dans le pays. Pourquoi dans ces salles? Bon, on a bien compris, vous avez un contrat avec des films américains, mais pourquoi vous n'essayez pas d'amener aussi des films français ou Alors c'était difficile parce qu'il y a déjà beaucoup comme l'Institut français, la Cinémathèque amène déjà des films des films de production française, pardon. C'était un autre combat qu'on voulait faire, on voulait pas non plus leur faire concurrence et c'était vraiment c'était aussi l'envie d'intégrer un peu plus le public français en Israël parce que lorsqu'on va voir le même film qu'on a vu son voisin au cinéma, dans le même endroit, dans la salle d'à côté, c'est aussi un système d'intégration. Alors amener des films de version française... Ouais, je vous laisse finir. Non, bien sûr. J'ai une réserve. Non, intégration si on entend parler français. Ouais, non, bien sûr. Donc bon, c'était un autre combat que j'ai décidé de faire et ne pas faire concurrence à la Cinémathèque ou d'autres instituts français en Israël. Alors Raphaël, vous avez évidemment cette activité de cinéma, vous avez aussi une autre activité de producteur de spectacle et vous lancez Exactement. là en décembre à Jérusalem, vraiment typiquement le spectacle qu'on adore voir notamment en France, c'est le spectacle de Noël. De quoi s'agit-il exactement? Alors en fait c'est un grand spectacle de 2 heures où on va voir une explosion artistique, on va voir des acrobates, des troupes de chanteurs, des troupes de danseurs, des magiciens, un peu comme le plus grand cabaret de Patrick Sébastien sur France 2. Je voulais amener vraiment ce thème-là en fin d'année, c'est l'hiver, et aussi le Radio City Musical de New York qui fait le Christmas spectaculaire dans la période de Noël. Et j'avais envie vraiment que les gens découvrent en une soirée plein d'artistes et pas voient seulement un chanteur ou vraiment qui passe une très bonne soirée artistique. Alors c'est un casse-tête de monter un événement pareil parce que... dites-nous pourquoi. C'est très long. Parce que vous souriez mais ça a l'air d'être l'enfer, oui. Ouais, c'est très long, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, il faut vraiment penser à chaque petit détail est important, que ce soit du niveau business, que ce soit du niveau technique et du niveau artistique. C'est assez long, ça prend quelques mois. Mais ça va être super. Ça va être super. Bravo, merci beaucoup Raphaël Elbaz. On ira donc voir
votre spectacle à Jérusalem. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On va se quitter encore avec du cinéma, vous qui aimez le cinéma, du film français cette fois. Les images du film de Madame Claude. Madame Claude, la reine et la tête pensante d'un réseau de proxénétisme et de prostitution. Entre 1950 et 1970, quelques 500 filles sont passées par sa maison. Parmi ses clients, il y avait de riches hommes d'affaires, des industriels, des diplomates ou encore des hommes politiques. Madame Claude est donc décédée lundi en France dans un hôpital à Nice, dans le sud de la France. De son vrai nom, elle s'appelait Claude Gruet. Sa vie, donc vous le voyez, a été adaptée au cinéma par Just Jakin en 1977. À l'écran, elle était incarnée par Françoise Fabian. Puis il y a eu un deuxième film sorti dans les années 80 avec cette fois Alexandra Stewart que vous voyez. Les deux films d'ailleurs ont été taxés de pornographiques et érotiques. Voilà, elle est morte lundi, 92 ans. Le sexe, ça conserve. À demain, même heure, juste après, c'est l'info sur i24 News. Merci.